Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ce cours de probabilité de terminale. Et cette fois-ci, on va parler des variables aléatoires. Et de qu'est-ce qu'une variable aléatoire et de qu'est-ce qu'on peut en dire. Alors, je rappelle pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, vous pouvez vous inscrire sur le site leornian.net sur lequel en fait vous pourrez voir l'ensemble du cours de terminale bien structuré. Et donc je vous invite à vous inscrire sur learnian.net plutôt que d'utiliser des vidéos en patchwork sur YouTube. Si vous êtes élève, ça vous permet d'apprendre plein de choses, mais si vous êtes prof, learnian.net est un site sur lequel vous aussi vous pouvez mettre des cours en ligne. Et donc je vous invite à vous aussi partager ce que vous voulez enseigner, que ce soit des choses scolaires ou pas scolaires. Voilà, donc moi je vais retourner là sur mes variables aléatoires et sur qu'est-ce que c'est. Alors, définition d'une variable aléatoire. Lorsqu'à chaque événement élémentaire oméga d'un univers grand oméga, on associe un nombre réel, on dit que l'on définit une variable aléatoire réelle. Donc, une variable aléatoire, c'est donc en fait une application qu'on va noter grand X de manière générale, qui va de mon univers grand oméga qu'on avait défini dans la vidéo précédente, dans l'ensemble des nombres réels. Donc une variable aléatoire réelle, en fait, c'est juste une application de grand oméga dans R. C'est-à-dire, à toute issue de l'univers, je vais associer un nombre réel. Alors cette définition, on peut voir ici, en fait elle reste valable même si oméga est un univers infini. La définition reste valable. Alors par exemple, on va lancer une pièce de monnaie 3 fois de suite. Donc ici, là on a PPP, enfin il y a tous les cas possibles où à chaque fois on a pile face, pile face, pile face. Premier lancé, deuxième lancé, troisième lancé. Alors, l'arbre ci-contre permet de déterminer donc l'univers grand oméga associé à cette expérience aléatoire. Il est constitué de 8 événements élémentaires. C'est le nombre de listes de 3 éléments de l'ensemble PF. C'est-à-dire c'est l'ensemble PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF. C'est-à-dire à chaque fois, chaque issue possible, c'est un élément de oméga. Alors, si on suppose la pièce bien équilibrée, on peut considérer que ces 8 issues sont équiprobables. Parce qu'en effet, si la pièce est bien équilibrée, et dans ce cas, à chaque fois, j'ai la même chance de tomber sur pile ou face. Et donc, à chaque fois, là, j'ai une chance sur 8 de tomber sur chacune de ces issues. Donc, notons X, le nombre de côtés face obtenus. Donc, X, ça va être quoi? Ça va être à une issue donnée, je vais associer le nombre de faces que j'ai obtenu. Par exemple, si j'obtiens l'issue FFF, je vais associer le nombre 3. Si j'obtiens l'issue PFP, je vais associer le nombre 1 parce que j'ai une seule face. Et si j'obtiens l'issue PPP, je vais associer le nombre 0 parce que j'ai 0 face. Par contre, on va voir que du coup, PPF et PFP, dans les deux cas, grand X dans le cas PFP va valoir 1 et grand X dans le cas PPF va aussi valoir 1 parce que dans ces deux cas, même si ce sont deux issues différentes, en réalité, j'ai le même nombre de faces. Alors voilà, notons X le nombre de côtés faces obtenus. X, donc c'est une variable aléatoire qui prend les valeurs 0, 1, 2 ou 3. Plus précisément, l'image par X de grand oméga, c'est l'ensemble 0, 1, 2, 3. On notera par exemple, alors ici là c'est une notation, hein, faut bien retenir. On notera donc X égale 2, ou entre parenthèses X égale 2, l'événement face est sorti exactement 2 fois. Plus précisément, en fait, la notation grand X est égal à K, et donc c'est une notation, ce n'est pas vraiment un égal ici, c'est vraiment une notation, grand X égale à K. En fait, ça va désigner l'ensemble des oméga tels que grand X de oméga est égal à K. C'est-à-dire, en fait, ça va désigner l'ensemble des antécédents de K par ma fonction X. Donc la vraie notation mathématique rigoureuse
ce serait x moins 1 de k, c'est-à-dire l'ensemble des antécédents du nombre k par x, c'est-à-dire l'ensemble des issues telles que l'image de cette issue par la fonction x, c'est le nombre k, et cet ensemble-là, on le note de cette manière-là, on le note en écrivant grand X est égal à k. C'est l'ensemble des issues telles que, pour ces issues-là, grand X de l'issue est égal à k. Donc ici, vraiment, il faut bien se comprendre que, ici, ça c'est une notation. Dire le nombre de faces obtenues, enfin l'ensemble des issues telles que le nombre de faces est égal à 2 par exemple, on le note grand X est égal à 2, mais en réalité ça désigne un ensemble qui est l'ensemble de ces issues, l'ensemble des issues telles que le nombre de faces dans cette issue est égal à 2. Alors remarque, on n'a pas besoin de probabilité pour définir une variable aléatoire. En effet, là j'ai juste besoin, grand X c'est juste une fonction qui va de grand oméga dans R. J'ai pas besoin d'avoir de loi de probabilité a priori pour définir ma variable aléatoire. Alors maintenant ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a une variable aléatoire grand X, je vais pouvoir associer une loi de probabilité. Donc on va parler de loi de probabilité associée à une variable aléatoire. Donc soit P une probabilité sur un univers grand oméga. Donc en fait on part quand même d'une loi de probabilité qui est déjà définie sur oméga. Donc une sorte de super loi de probabilité qui est déjà définie sur tout l'univers. Soit grand X une variable aléatoire définie sur oméga, telle que, alors ici on va se placer dans le cadre fini, tel que grand X d'oméga soit fini et de cardinal petit n, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs réelles possibles, c'est un ensemble fini. Voilà. Et lorsqu'à chaque valeur xi, pour i allant de 1 à n de x, on associe les probabilités pi de l'événement grand X est égal à petit xi, on dit que l'on définit la loi de probabilité grand P indice grand X, où x est de la variable aléatoire grand X. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici? En fait ici, à l'événement grand X est égal à petit xi, c'est-à-dire à l'ensemble des issues telles que grand X de cette issue est égal à petit xi, on a associé une probabilité P de P indice petit i, et on va voir que P indice petit i va être égal à la somme des probabilités des issues de l'événement qui est défini ici. Alors remarque, on peut montrer que l'application grand P indice grand X, vue comme application de... Alors c'est une application de l'ensemble des parties de x de oméga, donc de l'image par x de oméga dans 0,1, qui a A associe pour la somme pour x appartenant à A, la probabilité des x-1 de x. Ça c'est une probabilité sur grand X de oméga. En effet, alors P, si on le définit comme ça, donc P indice grand X de x de oméga, ça va être égal à somme pour x appartenant à x de oméga. Parce que ça c'est mon ensemble, ça c'est l'ensemble que je considère, c'est l'ensemble d'arrivée de grand X. Donc par définition, par définition qu'on a donné ci-dessus, c'est égal à cette somme-là. Ce qui est égal à ici à la probabilité de la réunion pour x appartenant à grand X de oméga de x-1 de petit x. Alors pourquoi? Parce que ici, les x-1 de petit x sont forcément du coup disjoints. Parce que c'est les antécédents des petits x, et tous les petits x sont différents les uns des autres parce qu'on prend tous les différents éléments de l'ensemble grand X de oméga. Donc à chaque fois là on parle d'ensemble disjoint. Et donc par définition, vu que là on est en train de parler de la probabilité grand P
qui était définie sur oméga, on a bien le droit de passer de la somme des probabilités à la probabilité de la réunion. Et donc je passe à ici. Or la réunion pour x appartenant à x de oméga de x moins 1 de x, et ben ça, finalement, ça décrit tout l'ensemble grand oméga, parce que je prends l'ensemble d'arrivées de ma fonction grand X, et je prends l'ensemble des antécédents de tous mes éléments de l'ensemble d'arrivées. Donc en fait, au final, c'est comme si je partais de l'ensemble de départ, j'arrivais sur un certain nombre fini d'éléments de l'ensemble d'arrivée, et ensuite sur ces nombres finis d'ensemble d'éléments de l'ensemble d'arrivée, je cherche tous leurs antécédents. Et donc je vais retomber sur grand oméga. Et donc ça c'est égal à grand P de oméga, et donc c'est égal à 1. Donc on a bien vérifié que grand P indice grand X de X de oméga, et ben c'est bien égal à 1. Donc déjà on est bien parti pour une probabilité. Donc pour dire que grand P indice grand X, c'est une loi de probabilité définie sur grand X de oméga. Alors, maintenant, il faut aussi vérifier que si on a deux événements qui sont disjoints, enfin si on a une suite d'événements disjoints, alors la probabilité de la réunion des événements, c'est la somme des probabilités des événements. Donc soit A jusqu'à 1 jusqu'à AN des événements, donc 2 à 2 disjoints. Éléments, donc, alors là, on va considérer donc des éléments de grand X, enfin des parties donc de grand X de oméga, parce que c'est des événements non plus de oméga maintenant, mais de grand X de oméga. Et donc 2 à 2 disjoints. Et dans ce cas, on a P indice X de la réunion des événements. Bah, c'est égal par définition à la somme. Non, je vais reporter ABG. À la somme sur donc n de la probabilité de grand X moins 1 de petit x. Ça, c'est à cause de la définition qu'on a donnée ici. Or ça, c'est égal à somme pour i allant de 1 à n de la somme pour x appartenant à AI de probabilité de x moins 1 de x, et ce qui est égal à la somme pour i allant de 1 à n de la probabilité suivant x, enfin probabilité indice x d'appartenir à AI. Enfin de AI quoi, de l'événement AI. Donc quelle est l'idée ici? Donc ici c'est vraiment que on a en gros, on partait de la probabilité de la réunion des événements AI, puis en fait on a décrit ça comme la somme de la probabilité d'être donc dans un AI, c'est-à-dire d'être dans un ensemble antécédent à un élément de AI. Donc quelque part ici je prends à chaque fois un petit x qui représente un AI donné à chaque fois. Donc ici je peux prendre un x1 qui appartient à A1, un x2 qui appartient à A2, un x3 qui appartient à A3, et x-1 de A1 ouais, et cette réunion là, donc, enfin, et au final ça donne cette somme là. Donc bon, faut se poser 2 minutes pour comprendre vraiment de quel ensemble on est en train de parler, mais au final ça marche. Et donc au final on montre que grand P indice grand X c'est une loi de probabilité sur grand X de oméga. Donc en fait quelque part c'est comme si on avait changé d'univers en passant d'un univers grand oméga qui a priori n'était pas forcément un univers qui était composé de nombres. Donc ça pouvait être des piles face piles, des choses comme ça. Et on est passé à un autre univers qu'on a défini grâce à notre grand X finalement. Alors grand X c'était une fonction qui va de grand oméga dans un ensemble de nombres réels.
Et en fait cet univers, alors là on se limite dans le cas où on est dans un grand X de oméga qui est cardinal fini. Et donc cet univers, ça va être un univers de nombres réels, donc un univers fini de nombres réels, qui sera grand X oméga. Et on voit donc qu'on peut définir une loi de probabilité qui en fait à chaque événement, à chaque issue petite xi de mon univers grand X de oméga, j'associe la probabilité P de i qui en fait était la probabilité sur oméga d'avoir l'événement grand X est égal à xi, c'est-à-dire probabilité de x grand X moins 1 de petit xi. Voilà. Alors en pratique, souvent on présente la loi de probabilité dans le cas fini sous forme de tableau. Alors avec l'exemple de la pièce de monnaie lancée 3 fois et où on disait que grand X était le nombre de faces obtenues, cela donne quoi? Alors ça donne la chose suivante. Quelles sont les valeurs de petit xi de la variable aléatoire grand X? Donc il y a petit x1 qui est égal à 0 si j'obtiens 0 face. x2 est égal à 1 si j'en obtiens une. x3 est égal à 2 si j'en obtiens 2. Et x4 est égal à 3 si j'obtiens 3 faces. Quelle est la probabilité qu'on a notre petit pays de l'événement grand X est égal à petit xi? C'est-à-dire, quelle est la probabilité que le nombre de faces soit égal à 0? Bah pour avoir 0 faces, il n'y a que l'issue pile qui la donne. Ça c'était une chance sur 8, donc c'est une chance sur 8. Quelle est la probabilité d'avoir l'événement grand X est égal à 1? L'événement grand X est égal à 1, ça représente en fait grand X moins 1 de 1, c'est-à-dire l'ensemble des issues telles que le nombre de faces dans ces issues-là est égal à 1. Cette probabilité-là, bah, il y a les événements face pile et face pile. Et donc il y en a 3. Donc ça fait 3 huitièmes. De même, quelle est la probabilité PI d'avoir l'événement grand X est égal à 2, c'est-à-dire la probabilité de l'événement X, de l'ensemble des antécédents de 2 par grand X, c'est-à-dire l'ensemble des issues telles que le nombre de faces soit égal à 2. Et ben c'est à nouveau 3. Il y a les pile face pile face et face pile. Et pareil pour x4, on obtient la seule issue qui donne 3 faces, c'est l'événement c'est l'issue face. Donc on voit bien quelque part comment on a créé une nouvelle loi de probabilité grâce à notre variable aléatoire grand X. Et donc c'est vraiment ça l'utilité de la variable aléatoire grand X, c'est de créer une nouvelle loi de probabilité. Et souvent c'est cette loi là qui nous intéresse et c'était pas forcément la loi de départ. Alors autre exemple, toujours avec le lancer d'une pièce 3 x 8. Cette fois on va poser grand X qui est égal à 1 si deux faces identiques apparaissent successivement et 0 sinon. Donc dans ce cas, grand Y de oméga, c'est-à-dire notre nouvel univers, c'est quoi? C'est un ensemble à deux éléments seulement, 0 et 1. Il vaut 1, donc ça et grand Y ça vaut 1 si on est dans le cas d'une issue qui a deux faces identiques qui apparaissent successivement, et ça vaut 0 si on est dans le cas d'une issue de grand oméga où on n'a pas de faces identiques qui apparaissent successivement. Alors, quelle est la probabilité pour chacun des cas? C'est-à-dire, quelle est la probabilité que y soit égal à 1? Bah, la probabilité que y soit égal à 1, c'est la probabilité qu'on ait en fait une issue qui a deux faces identiques qui apparaissent successivement. Et donc, les issues en question, c'est quoi? C'est les issues pile face pile. Et donc ça fait 1 huitième plus 1 huitième, ce qui fait 1 quart en probabilité. Et la probabilité des autres événements, et ben c'est tout. Enfin, la probabilité de grand Y est égale à 0. Bah, c'est la probabilité de toutes les autres issues, c'est-à-dire 3 quarts.
C'est-à-dire, c'est les issues pile, face, pile, pile, face. Et il doit y en avoir encore 4 autres. Alors, bon. Enfin, où j'ai dû me tromper dans un des deux, mais en gros, non, j'en ai oublié dans le cas où c'était égal à 1. Ici, il y en avait bien un quart, mais c'était dans l'autre où j'en ai oublié. Donc, dans le cas où il y en a deux qui se suivent, il y avait pile, pile, face, face, pile, face, pile, pile, face. Donc là, ça m'en fait déjà 4. Donc ça fait déjà un demi, et je dois en oublier. Je dois encore oublier 2 quarts. 2 quarts. Ah oui, il y a aussi pile, pile, et face, face. Voilà. Où là, j'en ai en effet deux qui sont successifs. Alors maintenant, définition. Parce que, en fait, ce qui est pratique avec les variables aléatoires, c'est que le fait que notre univers, maintenant, ça soit un univers sur des nombres... Enfin, en fait, le fait d'avoir défini une variable aléatoire, ça va nous permettre de définir une espérance, une variance et un écart type. Donc ça, c'est des choses, peut-être vous les avez déjà calculées intuitivement, mais là on va donner la définition rigoureuse. C'est ce qu'on disait dans ce chapitre. La vraie difficulté, c'est de comprendre les définitions rigoureuses des bases pour la probabilité. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui intuitivement on devine comment on calcule, mais finalement définir ça à partir de univers, de lois de probabilité et de variables aléatoires, bah c'est pas si simple que ça. Alors, donc soit oméga l'univers correspondant à une expérience aléatoire, soit grand X une variable aléatoire définie sur grand oméga, telle que grand X de oméga soit fini de cardinal n. Donc pour le moment rien d'original. Grand X de oméga c'est un ensemble inclus dans R, quoi. C'est grand X, c'est une fonction qui va de grand oméga dans R, et en plus on a décidé que grand X de oméga est de cardinal fini, parce que on se limite ici aux cardinaux finis. On va définir l'espérance mathématique d'une variable aléatoire grand X qu'on note E de X, et on le définit par espérance de X, c'est la somme pour I allant de 1 à n de PI, c'est-à-dire la probabilité que grand X soit égal à petit xi, donc petit pi fois petit xi, ce qui est égal à P1x1 plus P2x2 plus blablabla plus Pnxn. Donc ici, Pi, c'était grand P et la probabilité d'avoir l'événement. Donc ici, n'oubliez pas, grand X est égal à petit xi, c'est une notation. En réalité, ça désigne un ensemble. Donc probabilité d'avoir l'événement grand X est égal à petit xi. Donc l'expérience, c'est la moyenne des valeurs xi pondérées par leur probabilité. C'est-à-dire, imaginons ça soit mes notes. Xi, c'est les notes que je peux obtenir, donc de 0 jusqu'à 20. Et on pourrait noter petit pi, ça serait la probabilité que j'ai telle ou telle note. Donc si je suis un bon élève, j'ai sûrement une bonne probabilité d'avoir des bonnes notes. Et si je suis un mauvais élève, j'ai sûrement une bonne probabilité d'avoir des mauvaises notes. Et donc, en fait, ma variable aléatoire ici, c'est à l'ensemble des notes à l'ensemble des copies que je peux rendre, j'associe une note et ensuite je donne une probabilité au fait que moi je vais rendre cette copie ou pas. Donc ça serait ma variable aléatoire. Enfin non, j'ai une probabilité associée à chaque copie. Et ensuite j'ai la variable aléatoire qui a un ensemble de copies, à chaque fois donne une note. Donc ça c'est... Ah oui, voilà, donc j'ai une probabilité pour chaque copie. Donc ça c'est la probabilité définie sur grand oméga. Ça on va dire que c'est la probabilité que je donne telle ou telle copie. Donc il y a vraiment plein de copies possibles différentes. Ensuite ma variable grand X, c'est celle qui a une copie va associer une note. Et donc l'espérance d'avoir telle note, ça va être la probabilité que je rende une copie à laquelle correspond une certaine note. Donc par exemple à la note 5 sur 20, il y a
des tonnes de copies différentes qui correspondent à la note 5 sur 20. Et la somme des probabilités que je rende une copie qui vaut un 5 sur 20, et ben ça va être mon petit pays. C'est-à-dire probabilité de grand X est égale à petit xi. Alors là on a défini l'espérance. La variance de la variable aléatoire grand X, c'est le nombre qu'on va noter grand V de X, et on le définit. Grand V de X, c'est espérance de grand X moins espérance de X au carré. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la somme pour I allant de 1 à n, dans le cadre fini, de PI, parce que là, on est dans l'espérance, donc c'est la somme pour I allant de 1 à n de PI fois petit xi, mais ici, petit xi désigne ce terme-là. Donc petit xi, ça va désigner en fait petit xi moins espérance de grand X au carré. C'est-à-dire, c'est probabilité 1 d'avoir x1 moins espérance de x au carré, plus probabilité 2 d'avoir x2 moins espérance de x au carré, plus probabilité de n d'avoir xn moins espérance, enfin probabilité n fois xn moins espérance de x au carré. Donc ici, en fait, à chaque fois je prends la probabilité fois la note que je peux avoir, moins la moyenne des notes, la moyenne que j'obtiens si je rendais n'importe quelle copie, le tout au carré. Donc par exemple, si je veux calculer alors si je calcule ça sur l'ensemble de mes notes, la variance typiquement, ça va être ma première note moins la moyenne de toutes mes notes au carré fois le coefficient de ma première note, plus ma deuxième note moins la moyenne de toutes mes notes au carré fois le coefficient de ma deuxième note, et ainsi de suite jusqu'à ma énième note. Alors l'écart type de la variable aléatoire grand X, on le note sigma de X, et ça va être, enfin la variance et l'écart type, au début on connaît ça pas très bien, mais en fait c'est super important. Et en probabilité et en finance, c'est ce qu'on utilise tout le temps, et ça permet de définir des choses comme le risque, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc l'écart type, en fait, c'est simplement la racine de la variance. Donc c'est tout. La variance, remarque, c'est l'espérance de quelque chose qui est au carré. Donc c'est l'espérance de quelque chose de strictement positif, enfin de supérieur ou égal à 0. Donc la variance est forcément positive. Et donc je peux forcément prendre sa racine carrée. Et donc je peux bien définir l'écart type. Alors, donc ici, voilà, j'ai défini l'espérance de la variance et l'écart type. Et franchement, c'est les trucs les plus importants. Avec ça, on fait déjà énormément de choses. Alors, reprenons l'exemple de la pièce de monnaie lancée 3 fois de suite. Grand X désigne le nombre de côtés face obtenus. Donc, espérance de grand X, c'est quoi? C'est la somme. Donc, combien est-ce que je peux obtenir de faces? C'est-à-dire mon ensemble grand X de oméga, c'est quoi? Bah, soit je peux en obtenir 0, 1, 2 ou 3. Quelle est la probabilité d'en avoir 0? C'est 1 huitième. La probabilité d'en avoir 1, c'est 3 huitièmes. La probabilité d'en avoir 2, c'est 3 huitièmes. La probabilité d'en avoir 3, c'est 1 huitième. Ce qui fait qu'en moyenne, c'est-à-dire mon espérance, c'est 1 huitième fois 0 plus 3 huitièmes fois 1 plus blablabla. Donc en moyenne, je vais avoir 3 demi faces, c'est-à-dire 1,5 faces en moyenne. Pour le moment, tout est intuitif. Donc on retombe bien sur en fait, la définition de la moyenne habituelle, c'est-à-dire de la moyenne pondérée. Maintenant, quelle est la variance? Alors là, c'est plus intéressant. La variance, c'est quoi? Donc c'est quelle est la probabilité d'avoir 0 face? C'était 1 huitième. Donc ça, c'était probabilité d'avoir 0 face. Mon espérance, c'était 3,5. Donc c'est 3,5. Et si j'ai 0 face, bah, la valeur de grand X, elle vaut 0. Donc je fais 0 moins 3,5 au carré. Plus la probabilité d'avoir une face, c'était 3 huitièmes. Et dans ce cas, la valeur de grand X, c'est 1. Mon espérance, c'est toujours 3,5. Et donc je fais 3,5 fois 1 moins 3,5 au carré. La probabilité d'avoir deux faces, c'était 3 huitièmes. Et dans ce cas, ben, le nombre de faces, c'est grand 2. Mon espérance, c'est 3,5. Si je mets ça au carré, ça me fait ce terme-là.
Et la probabilité d'avoir 3 faces, c'était 1/8. Dans ce cas, bah, j'ai 3 faces, donc grand X est égal à 3. Et mon espérance, c'est toujours 3,5. Et donc, je fais PI fois grand X moins espérance de X au carré, ce qui me donne ce terme-là. Et donc, je calcule ma variance. Alors là, je le fais pas de tête parce que ça a l'air assez long. Ça fait 3/4. Et ensuite, je calcule mon sigma, c'est-à-dire mon écart type, qui fait racine carrée de la variance, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Donc ici, voilà, j'ai calculé mon espérance et ma variance. Alors ici, remarque intéressante, en fait, la variance, quelque part, on voit que ça désigne une sorte de distance par rapport à la moyenne. C'est-à-dire l'ensemble des valeurs que x peut prendre possible. Et ben, la question c'est en fait, est-ce que je suis plus ou moins proche de la moyenne? Imaginons que grand X était toujours égal à la moyenne, c'est-à-dire en fait, quel que soit mon lancer de pièces, j'obtenais toujours un même nombre de faces qui est égal à 3,5. Bon, c'est impossible, mais imaginons que... Ou imaginons, j'ai une série de notes, et quel que soit ce que je fasse, j'ai toujours 10 sur 20. Alors dans ce cas, en effet, c'est intéressant. J'ai une moyenne de 10 sur 20. Mais quelque part, c'est aussi intéressant de connaître la variance, c'est-à-dire de connaître quelque part mon écart par rapport à la moyenne. C'est-à-dire, est-ce que mes notes, j'ai une fois sur 2, 1 et une fois sur 2, 19? Ou est-ce que, en réalité, je suis super stable et j'ai tout le temps des 10? Et donc, dans le cas, on voit que finalement, si x était tout le temps égal à l'espérance de x, bah ici, j'aurais quasiment 0, 0, 0, 0, et j'obtiendrais une variance qui serait nulle. Donc un écart type qui serait nul. Tandis que si à chaque fois j'obtenais 1, 19, 1, 19, et ben ça maximise vraiment le terme qui est ici. Parce qu'en fait je ferais 1 moins 10, 19 moins 10, 1 moins 10, 19 moins 10. Et en mettant ça au carré, à chaque fois je les additionne. Parce que j'additionne les termes en positif. Et donc dans ce cas j'aurais une variance extrêmement forte. Et donc la variance, ou l'écart type, hein, c'est pareil à la racine près, permettent vraiment de décrire l'écart par rapport à la moyenne. Alors, bon, ça c'est un premier exemple. On va faire le même exemple avec le y qu'on avait défini précédemment, qui était le nombre de... Alors, y valait 1 si le nombre de... Si j'obtenais 2 fois d'affilée le même symbole sur la pièce, c'est-à-dire j'avais soit 2 fois d'affilée pile, soit 2 fois d'affilée face, et sinon j'obtenais 0. Et donc espérance de y, on avait vu que j'avais une probabilité de 1/4 d'avoir 0, et une probabilité de 3/4 d'avoir y est égal à 1. Et donc ça me fait 3/4, ça veut dire j'avais une probabilité 1/4 que la probabilité de l'ensemble des issues telles que grand Y de cette issue est égal à 0, et ben la probabilité de cet ensemble là c'était 1/4, et pareil pour le 3/4, sauf que là c'est pour Y est égal à 1. Et donc j'ai une espérance ici qui vaut 3/4, et ma variance c'est quoi? Probabilité d'avoir Y égale 0 c'est 1/4, fois 0 moins espérance de Y, c'est-à-dire moins 3/4, donc ça au carré, plus probabilité d'avoir Y égale à 1, c'est-à-dire 3/4, fois y moins espérance de y, c'est-à-dire 1 moins 3/4 au carré. C'est-à-dire, j'obtiens 3/16e. Et au final, j'ai sigma de y qui vaut racine de 3 sur 4. Donc voilà. Alors, quelle est l'interprétation? Lorsque x représente le gain du joueur à un jeu de hasard, donc c'est-à-dire, x ça représente, par exemple, si je gagne de l'argent... Est-ce que je gagne de l'argent en jouant à la roulette, par exemple? X ça peut représenter grand X oméga, ça représente toutes les possibilités de gains que je peux gagner. Est-ce que je peux gagner 1 euro? Est-ce que je peux en gagner 1000? Est-ce que je peux en perdre 1000? Et donc grand X à chaque événement de roulette va associer à chaque fois le gain qui correspond. Espérance de x, ça va représenter l'espoir de gain moyen par partie, c'est-à-dire en moyenne combien on gagne sur une partie. Et lorsque l'on joue un grand nombre de fois, si espérance de x est strictement positive, alors dans ce cas le jeu est
avantageux, parce que ça veut dire que je gagne de l'argent en moyenne. Et si espérance de x est négative, dans ce cas, ça veut dire qu'en moyenne je perds de l'argent. Donc si je fais beaucoup de parties, en moyenne je vais sûrement perdre de l'argent. Alors si espérance de x est égale à 0, alors on dit que le jeu est équitable. C'est-à-dire j'ai autant de chances de gagner que de perdre. Mais l'écart type par contre, lui c'est une caractéristique de la dispersion des valeurs de grand X. Donc c'est vraiment une caractéristique de à quel point je m'écarte de ma moyenne ou pas. C'est-à-dire je peux avoir un jeu équitable, mais un jeu très risqué. Par exemple, imaginons, je joue à un jeu et j'ai 1000 euros et je dis, ben, je fais une seule partie. Et si je gagne 2000 euros. Si je perds 1000 euros. Tac, d'un coup. Et ben dans ce cas, j'ai un écart type qui est super grand. Alors en effet, c'est un jeu équitable. En moyenne, je ne perds pas d'argent et je n'en gagne pas. Par contre, c'est vraiment qui tout double. C'est-à-dire, soit j'en gagne beaucoup, soit j'en perds beaucoup. Tandis que si je faisais le même jeu, mais sauf que, donc j'ai toujours 1000 euros, mais sauf que lors d'une partie, j'ai une probabilité, enfin j'ai une chance sur deux de gagner 1 euro et une chance sur deux d'en perdre 1 et que je fais en tout 1000 parties d'affilée, et ben en moyenne je vais au final avoir de l'argent qui va être beaucoup plus proche de 1000. C'est-à-dire je vais avoir une moyenne où je vais rester à 1000 euros. Et si je fais un très grand nombre de parties, et ben je vais pas forcément tant m'écarter que ça. Non en fait si je fais quelques parties, je vais pas m'écarter énormément de mes 1000 euros. Voilà. Donc en exemple, on peut montrer que l'espérance E de x minimise la fonction petit f définie par f de x est égal à somme pour i allant de 1 à n de pi xi moins x au carré. Donc ça c'est intéressant. Alors maintenant théorème, alors ça c'est en fait c'est super important pour le calcul. Et après on va l'admettre, on calcule directement comme ça sans se poser la question. Si je prends deux variables aléatoires, alors là ça devient compliqué. Deux variables aléatoires, donc définies sur le même univers grand oméga, et telles que grand x de oméga et grand y de oméga soient des ensembles finis de même cardinal n. C'est-à-dire là j'ai défini deux fonctions qui vont de oméga dans R, et telles que grand x de oméga et grand y de oméga, les deux sont des ensembles finis. Alors dans ce cas, je peux définir la somme de deux fonctions. Et donc, je peux définir grand x plus grand y, qui est aussi une variable aléatoire, parce que c'est aussi une fonction qui part de grand oméga et qui va dans R et qui est aussi de cardinal fini. Et donc, espérance de grand x plus y, ça va être égal à espérance de x plus espérance de y. En particulier, si à n'importe quelle issue grand oméga, j'associe le même nombre réel petit b, c'est-à-dire quelque part c'est la fonction constante sur grand oméga, et que je définis ainsi l'espérance de grand x plus petit b, alors ça va être égal à l'espérance de grand x plus le nombre réel petit b en question, et espérance de k fois x, où k c'est un nombre réel cette fois, parce que je multiplie ma fonction par un nombre réel. Alors ça va être égal à k fois espérance de x, pour tout réel k. Alors démonstration, espérance de x plus y, bah, c'est somme pour i allant de 1 à n de la probabilité i d'avoir xi plus yi, ce qui est égal à la somme pour i allant de 1 à n de pi de xi plus somme pour i allant de 1 à n de pi de yi, c'est-à-dire espérance de x plus espérance de y. Alors, si on prend y, qui est la fonction constante sur grand oméga et qui est égale à b, dans ce cas, bah, on a espérance de x plus b, c'est espérance de x plus espérance de b, et la fonction constante sur oméga qui est égale à b, et bah, son espérance, c'est petit b. Et de même, espérance de k fois x, c'est somme pour i allant de 1 à n de k fois pi fois xi, ce qui est égal à k fois somme pour i allant de 1 à n de pi xi, ce qui fait k fois espérance de x. Alors, quel exemple? Un exemple, on lance 4D et on note S, la somme des résultats obtenus. On veut calculer l'espérance de grand S, soit x1, x2, x3 et x4, les résultats obtenus pour chaque D. On a l'espérance de x1
bah, vu que enfin là les d sont les mêmes, donc l'espérance de x1 c'est la même que l'espérance de x2, c'est-à-dire c'est la même que l'espérance de x3 qui est la même que l'espérance de x4, et donc c'est 1 sixième de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 qui est égal à 3,5. Alors là, petite remarque, hein, ne pas se tromper, en moyenne sur un dé normal, l'espérance elle est de 3,5, elle n'est pas de 3. Donc ça peut prêter à confusion. Parce qu'à chaque fois j'ai 1 et 6, 2 et 5, 3 et 4 et 1 plus 6, bah en moyenne ça fait 3,5, ça fait pas 3. Donc là faut pas se tromper, faut bien penser que l'espérance sur un dé c'est 3,5, c'est pas 3. Or, ben est-ce la somme des résultats obtenus? C'est juste x1 plus x2 plus x3 plus x4. Donc l'espérance de grand S, c'est l'espérance de x1 plus x2 plus x3 plus x4, ce qui fait 4 fois l'espérance de x1, ce qui est égal à 4 fois 3,5, ce qui fait 14. Et donc j'ai calculé très facilement l'espérance de la somme. Théorème. Alors ça c'est très pratique pour calculer la variance et l'écart type, donc. Parce que pour calculer l'écart type, on calcule d'abord la variance. Alors je connaissais pas le nom, ça a l'air d'être la formule de Koenig-Huygens. Et la variance d'une variable aléatoire grand X, ça peut se calculer avec la relation suivante aussi. Variance de X, c'est espérance de X au carré moins espérance de X au carré. Donc la variance, c'est l'écart entre la moyenne des carrés et le carré de la moyenne. Alors, remarquez, donc ici, là, on a... Ça pourrait aussi être une définition de la variance, hein, mais en fait, les deux définitions sont équivalentes. Donc, ça, c'est une équation, et l'autre équation qu'on avait pour définition de la variance, c'était pas exactement la même au début. C'était espérance de x moins espérance de x au carré. Et là, ici, on a espérance de x au carré moins espérance de x au carré. Et donc on veut montrer en fait que ces deux choses sont égales. Alors, on va faire une démonstration. On rappelle que l'espérance d'une variable aléatoire constante grand X est égale à b, c'est égal à la constante petit b. D'après la linéarité de l'espérance, on a alors on va calculer. Variance de x, c'est quoi? C'est espérance de grand X moins espérance de x au carré. Ça, c'est la définition de la variance. Ça, c'est espérance de grand X moins espérance de grand X au carré. J'ai le droit de le développer. Là, je suis dans la parenthèse. Donc, ça fait espérance de grand X au carré moins 2x espérance de x plus espérance de x au carré. Donc ici, j'ai déjà du x au carré, j'ai du espérance de x au carré et j'ai du moins 2x espérance de x. Or, espérance de x, faut pas oublier, mais ça, espérance de x, c'est une constante en fait. Espérance de x, ce n'est plus... Enfin, c'est une constante. Donc ça, c'est égal en fait. Du coup, vu que c'est une constante, je vais pouvoir déjà séparer toutes mes variables aléatoires qui sont définies ici, c'est-à-dire x au carré moins 2x fois espérance de x et espérance de x au carré. Ça, c'est trois variables aléatoires que je peux séparer. Et donc ça, c'est égal à espérance de x au carré moins 2 espérances de x espérance de x. Parce que ici, je les sépare, mais ici, j'étais dans l'espérance. Donc c'est espérance de moins 2x espérance de x. Je sors l'espérance de x, et ça fait moins 2 espérances de le x qui était là, fois espérance de x qui était là. Donc ça fait espérance de x au carré, moins 2 espérances de x fois espérance de x, plus espérance de x au carré, fois l'espérance de 1. Voilà. Parce que ici, espérance de x au carré, bah, ça fait espérance de x au carré, fois espérance de 1. Donc ça, c'est égal à espérance de x au carré. Et ici, ici j'ai espérance de x au carré, et j'ai moins 2 espérance de x au carré. Et donc ça fait espérance de x au carré, moins espérance de x au carré. Et donc voilà, je suis parti de la définition de la variance, et j'ai réussi à montrer cette formule. Alors ça c'est une chose que j'ai jamais très bien compris graphiquement. Mais normalement je crois qu'il y a un lien quelque part entre cette formule là et cette formule là, où quelque part on retrouve quelque part du Pythagore, c'est à dire quelque part il y a une histoire de projection. Mais
j'avoue que je connais pas assez bien pour définir ça plus précisément. Alors, pour le calcul de la variance, on préfère souvent l'emploi de cette dernière formule plutôt que de celle-là. En outre, en effet, outre un intérêt pratique indéniable pour mener le calcul, la formule de Koenig-Huygens est surtout plus fiable lorsque l'espérance de x ne tombe pas juste. Ça permet d'avoir des approximations qui sont plus précises en fait. En effet, dans la formule vue en 2.3, l'erreur due à l'arrondi de l'espérance de x, donc ici on a calculé une fois l'espérance de x, et elle se propage tout au long du calcul, c'est-à-dire elle se propage à chaque fois que je calcule mon carré. Alors qu'elle n'apparaît que dans un seul terme dans la formule 2.5. Et donc ici, quelque part, l'erreur elle se propage n fois, dans ce cas-là, tandis que ici, l'erreur, elle va se propager qu'une seule fois. Donc là, c'est un intérêt pratique de pourquoi on calcule la variance plutôt de cette manière-là que de cette manière-là, quand on la calcule de manière un peu approximative. Alors, exemple, reprenons l'exemple de la pièce de monnaie lancée 3 fois de suite, avec x qui désignait le nombre de faces obtenues. Espérance de x au carré, c'est probabilité d'avoir x est égal à 0, c'était 1/8 fois 0 au carré, plus probabilité d'avoir x est égal à 1, c'est-à-dire 3/8 fois 1 au carré, plus probabilité d'avoir x est égal à 2 fois, c'est-à-dire 3/8 fois 2 au carré, plus donc encore une fois 1/8 fois 3 au carré, ce qui est égal à 3. Donc ça c'est espérance de x au carré. Espérance de x, je crois que c'était 9 quarts, j'ai l'impression. Voilà, donc ça devait être 9 quarts. Donc variance de x, c'est espérance de x au carré moins espérance de x au carré, ce qui fait 3 moins 9 quarts, ce qui fait 3 quarts. Et donc là, j'ai recalculé la variance. Alors, corollaire. Alors là, on va montrer quelques propriétés sur la variance qui, elles aussi, sont très pratiques pour calculer des variances. Donc c'est l'effet d'un changement affine sur la variance et l'écart type. Donc un changement affine, c'est-à-dire j'ai une variable aléatoire grand X, et je vais la transformer en faisant petit a fois grand X plus petit b, où petit a est un nombre réel, et petit b est la fonction constante sur oméga qui a une issue associée petit b. Le nombre réel petit b. Donc soit x une variable aléatoire. Donc ici on simplifie en disant que a et b sont deux réels. En réalité petit b est une fonction constante de oméga dans R. Voilà. Donc c'est surtout qu'en fait on le note comme ça ensuite. Parce qu'en probabilité il y a souvent des notations qui en fait sont... Enfin, si on comprend ce qu'elle veut dire, elles sont rigoureuses. Mais elles sortent un peu du cadre qu'on utilise dans les maths en général. Parce que c'est très pratique de noter ça comme ça. Donc la variance de petit a fois ma variable aléatoire grand X plus petit b, ça va être égal à a au carré fois variance de x. Donc le petit b en fait, lui ne va pas du tout changer la variance. Sigma de ax plus b, ça va être valeur absolue de a fois sigma et de x. Donc là on voit bien le rapport, le fait qu'on prend la racine carrée de a au carré, ça donne bien valeur absolue de a. En particulier, variance de ax c'est a au carré variance de x, et variance de x plus b est égale à variance de x. Et sigma de x plus b, c'est sigma de x, en fait ça change absolument rien. Et sigma de ax, c'est valeur absolue de a, sigma de x. Alors démonstration. D'après un des théorèmes précédents, variance de ax plus b, c'est espérance de a au carré x au carré, plus 2abx, plus b au carré, moins espérance de ax plus b au carré. Donc ça c'était, on part de la définition de la variance, mais la sorte de la formule de Koenig-Huygens, c'est-à-dire de la variance de x, c'est espérance de x au carré moins espérance de x au carré. Et donc ici j'ai mis ça au carré en fait pour faire ce premier terme là. Et ici je fais espérance de ce terme là au carré. D'après la linéarité de l'espérance, donc ça on l'avait montré plus tôt. Donc ça du coup ça va être égal à a au carré fois espérance de x au carré, plus 2ab espérance de x, plus b au carré, et enfin espérance de la fonction constante qui est à oméga associée
qui a n'importe quelle issue de oméga associée b au carré, bah, son espérance c'est b au carré. Et donc ça c'est moins, alors espérance de ax plus b au carré, bah, c'est a fois espérance de x plus b au carré. Parce que espérance l'espérance d'une fonction constante sur oméga, bah, c'est la constante elle-même. Et espérance de a fois x, et ben c'est a fois l'espérance de x. Donc je calcule ensuite. Donc ici, là j'ai toujours les mêmes termes à gauche. À droite je développe. Ça fait a au carré espérance de x au carré, moins 2ab espérance de x, moins b au carré. Il y a plein de choses qui simplifient. Ça simplifie avec ça. Le b au carré simplifie avec ça. Et donc j'obtiens a au carré espérance de x au carré, moins a au carré espérance de x au carré. Ce qui fait en fait a au carré variance de x. Et donc, par passage à la racine carrée, sigma de ax plus b, c'est valeur absolue de a, fois sigma de x. Alors pour b égale à 0 et a est égal à 1, on obtient les deux dernières formules, où là c'était b égale 0 et là c'était a égale à 1. Voilà. Mais l'idée c'est-à-dire que dans le cas de la variance, quand on multiplie par un nombre à variable aléatoire, la variance est multipliée au carré par ce nombre, mais quand on rajoute un nombre, ça ne change absolument rien. Alors, interprétation des dernières relations. Une translation n'a pas d'incidence sur la variance, ou l'écart type, d'une variable aléatoire. En effet, quelque part, additionner le même nombre partout, ça va pas modifier le degré de dispersion de grand X par rapport à la moyenne. Parce qu'à chaque fois, je comparais par rapport à la moyenne. Donc en fait, si je rajoute une constante, ben, grand X, il augmente de cette constante, mais la moyenne aussi. Donc en fait, par rapport à la dispersion, ça va rien changer. C'est-à-dire, par rapport à l'écart de x avec la moyenne, ça va rien changer. C'est comme si j'additionne une constante et je la retire à nouveau. Alors maintenant, alors je pense qu'on arrive sur la fin, oui. On va parler donc de la fonction de répartition d'une variable aléatoire. Alors ça, c'est une notion qui est assez importante. Soit grand X une variable aléatoire, donc c'est une fonction de grand oméga dans R. La fonction de répartition grand F associée à grand X, c'est la fonction définie sur grand R de la manière suivante. Grand F de petit x, c'est la probabilité que grand X soit inférieur à petit x. Alors ça, c'est une fonction qui est très pratique. Donc la fonction de répartition, c'est toujours une fonction croissante, et elle est forcément bornée par 0 et 1. Alors pourquoi est-ce qu'elle est bornée par 0 et 1? Alors le fait qu'elle soit positive, la probabilité d'un événement, c'est toujours positif. Donc c'est forcément plus grand que 0. Ensuite, probabilité que grand X soit plus petit que X. C'est la probabilité de l'événement grand X moins 1 de grand X moins 1 de l'ensemble moins l'infini jusqu'à petit x, fermé en petit x en l'occurrence, parce que c'est un inférieur ou égal. Donc c'est l'ensemble des issues, telles que grand X de l'issue, soit égale, soit plus petite que l'élément petit x en question. Or, ça c'est un ensemble qui est inclus dans grand oméga, donc la probabilité de cet ensemble est forcément plus petite que 1. Parce que probabilité de oméga est égale à 1, et ça c'est vraiment une propriété sur les lois de probabilité. Et donc là, on a bien une fonction qui est entre 0 et 1. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est croissante? La probabilité que grand X... Là, je vais illustrer par un exemple. La probabilité que grand X soit plus petit que 1, c'est l'ensemble des issues telles que grand X est plus petit que 1. La probabilité que grand X soit plus petit que 2, par exemple, c'est la probabilité de l'ensemble des issues telles que grand X de cette issue soit plus petit que 2. Mais l'ensemble des issues telles que grand X de cette issue est plus petit que 2, et ben il est plus grand que l'ensemble des issues telles que grand X est plus petit que 1. Parce que si grand X d'une issue est plus petite que 1, alors grand X de cette issue est forcément aussi plus petite que 2. Donc à chaque fois, en fait, quand petit x augmente, cet ensemble-là, en fait, il devient de plus en plus grand. Donc ça, c'est un événement qui est de plus en plus important. Et donc la probabilité ne peut que être croissante. Alors elle n'est pas forcément strictement croissante, mais elle est forcément croissante. Donc la fonction de répartition grand F associée à grand X,
qui définit la probabilité que grand X soit plus petit que le nombre petit x. Cette fonction de répartition est une fonction croissante entre 0 et 1. Et remarque, quand petit x tend vers plus l'infini, et ben grand f de petit x va forcément tendre vers plus l'infini. Parce qu'au fur et à mesure, grand P de oméga, ça doit forcément être égal à 1. Et si petit x tend vers plus l'infini, et au bout d'un moment, je vais forcément me rapprocher de plus en plus du fait que je vais contenir quasiment tous les éléments de oméga, dans cet ensemble grand X plus petit que petit x. Alors, exemple. Avec toujours les mêmes données précédentes, on a pour petit x appartenant à moins l'infini, 0. Donc là, on est toujours dans le cas pile ou face. Donc là, on avait grand X vaut 0, 1, 2 ou 3 suivant le nombre de faces obtenues à 3 lancers de dés. Donc si petit x est entre moins l'infini et 0, on a f de x qui vaut 0. Ou là, c'était un 0 ouvert, attention. Bah oui, en effet, je n'ai jamais strictement moins de 0 faces. Je peux pas avoir un nombre de faces négatif. Pour x qui est dans 0, 1, alors fermé en 0 et ouvert en 1, je peux avoir combien de faces ici? Je peux avoir 0 faces. Par contre, est-ce que je peux avoir 0,5 faces? Non. Mais donc, la probabilité d'avoir un nombre de faces qui est compris entre 0 et 1, mais fermé en 0, ouvert en 1, c'est 1/8, plus la probabilité d'avoir un nombre de faces qui est compris entre moins l'infini et 0, ce qui en fait était égal à 0, ça fait 1/8. Pour x qui appartient à 1 et 2, f de x c'est 1/8 plus 3/8. Parce qu'en fait là c'est la probabilité que x soit strictement plus petit que 2. Et que petit x avec x qui est strictement qui est entre 1 et 2. Et donc ça va être la probabilité d'avoir grand X qui est égal à 0 ou plus la probabilité que grand X est égal à 1. Et donc ça va être 1/8 plus 3/8. Pour x qui est entre 2 et 3, grand f de x ça va être 1/8 plus 3/8 plus 3/8. Et pour x qui va être entre 3 et plus l'infini, on a f de x qui vaut 1/8 plus 3/8 plus 3/8 plus 1/8, ce qui fait 1. C'est ce que je disais, c'est que quand x devient suffisamment grand, grand f de x va tendre vers 1, forcément. Alors ici, graphiquement, voilà ce que ça représente. C'est de 0 à moins l'infini, grand f de x vaut 0. Pour x, de 0 à 1, c'est 1/8. Ici, ça devient 1/8 plus 3/8, c'est-à-dire 1,5. Là, ici, ça devient 7/8, et ensuite, ça devient 1. Donc là en fait c'est à chaque fois ici, c'est dû au fait que ici sa probabilité d'avoir 0 face, une face, enfin 0 face, d'avoir 0 face plus une face, d'avoir 0 face ou une face ou deux faces, d'avoir 0 face ou deux faces ou trois faces. Voilà. Et donc là ici quelque part on a une fonction qui est en escalier, et le fait qu'elle soit en escalier, ça c'est vraiment dû au fait que ici on s'est limité à un grand X de oméga qui est un ensemble de cardinal fini. Dans des cours plus avancés, on peut définir donc des variables aléatoires sur R telles que grand X de oméga n'est pas spécialement fini. Et dans ce cas, en fait, on va avoir une fonction de répartition qui sera une fonction croissante qui en moins l'infini tend vers 0 et en plus l'infini tend vers 1. Et donc quelque chose qui par exemple peut faire comme ça, comme ma souris est en train de faire là par exemple. Et en fait la fonction de répartition va quelque part décrire la loi de probabilité qui peut être définie grâce à notre variable aléatoire grand X. Donc ici vraiment connaître la fonction de répartition grand F associée à ma variable grand X, c'est super utile si ensuite je veux calculer la probabilité que grand X soit égal à un truc ou plus grand qu'un truc. Par exemple si là je veux trouver, enfin ou plus petit qu'un truc, si là je veux trouver la probabilité que grand X est plus petit, est strictement est inférieur ou égal à 2, et ben je regarde sur la courbe, tac, je vois que pour grand X est égal à 2, grand F de X est égal à 7/8, donc ça veut dire que la probabilité que grand X soit plus petit que 2, elle est de 7/8.
Voilà. Donc vraiment connaître la fonction de répartition d'une variable aléatoire, c'est super pratique. Donc voilà, là c'était pour la partie sur les variables aléatoires. Bientôt on va parler de probabilité conditionnelle. Et donc ça sera pour la prochaine partie. Donc encore une fois, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net pour regarder l'ensemble du cours de terminale de maths. Il y aura aussi bientôt d'autres cours en ligne. Et si vous êtes prof, bah vous aussi n'hésitez pas à mettre des cours en ligne et à les partager. Salut!